Merci d'être au rendez-vous pour l'ouverture de cette nouvelle édition de Tout Mulhouse-Lit. Première rencontre de cette édition consacrée à l'espace, avec ce thème évidemment incontournable concernant les extraterrestres, avec même une affirmation, ils débarquent, les extraterrestres sont parmi nous, et pour en débattre, mes deux invités, Farid Abdelawad, qui fait un aller-retour avec sa Normandie, voilà, et Johan Elio, qui lui fait un petit aller-retour avec sa Haute-Saône. Vosges. Les Vosges. C'est juste de l'autre côté de la montagne. Ah ouais, c'est encore plus. Okay. Alors, les premiers extraterrestres sont ceux qui sont à côté de moi, évidemment. Les écrivains, les artistes en général sont des extraterrestres, sont les extraterrestres qu'on fréquente le plus souvent. Ce sont des êtres un peu venus d'ailleurs et qui défrichent la face obscure de l'humanité. Donc, et puis en l'occurrence, j'ai deux beaux spécimens avec moi. Johan Elio, normalement, donc vous avez été enseignant, vous consacrez à l'écriture, vous avez plusieurs pseudos justement. Justement, on ne peut pas être humain, on ne peut pas considérer que vous êtes humain quand on voit ce que vous produisez. Vous avez publié pas loin d'une quarantaine de titres. Plus de 50. Oh la vache, j'ai encore pas tout vu. Mais moi, et pas des moindres en taille. Là, il y en a 3 d'un coup. Ça, voilà. D'accord. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, Voilà. la trilogie de la si lune. gros. En plus, c'est écrit très petit. Donc, imprimé. Comment, première question, qui n'a rien à voir avec le thème vraiment, mais comment vous faites Je travaille et je ne fais que ça. Non, mais moi, je suis toujours étonné quand on s'étonne et dire « Ah, mais vous écrivez beaucoup ». Mais mes maîtres, mes modèles, bon, même si ce sont de bien grands mots, sont des auteurs de littérature populaire, des auteurs de littérature de genre, voire de mauvais genre, et qui tous ont eu pour particularité d'écrire beaucoup parce qu'on aime ça, parce qu'on ne sait faire que ça. Un de mes maîtres vivants, d'ailleurs vivant pas très loin d'ici, Pierre Pelot, a écrit plus de 200 ou 250 romans, et continue à écrire. Et quels romans pour la plupart? Vosgien comme vous. Vosgien, Jean-Pierre Andrevon, pour rester en France, a énormément écrit. Et si on traverse l'océan, Robert Silverberg a énormément écrit, ou dans d'autres genres, en polar, roman noir, je suis fan de quelqu'un comme Donald Wesley, qui écrit sous plein de pseudos différents et énormément aussi, mais toujours avec une qualité constante. Enfin, c'est tout à fait normal dans ces genres de littérature, de l'imaginaire au sens large, d'écrire énormément. En ce sens-là, dans la filiation des feuilletonistes du 19e siècle, on écrit parce que ça reste une passion, parce qu'on sait faire que ça. Voilà, donc c'est tout à fait normal d'écrire plusieurs livres. Moi, je trouve ça au contraire très anormal. Pour moi, le vrai extraterrestre, c'est l'auteur de littérature blanche qui va péniblement produire un livre tous les 2-3 ans, vraiment un livre de 120 pages. Et mon Dieu, quelle souffrance, qui plus est. Voilà où sont les extraterrestres pour moi. Alors l'imaginaire, c'est littérature de l'imaginaire, vous êtes tombé dedans comment? Alors, je suis tombé dedans grâce à une professeure de français de collège, dès mon entrée au collège en 6e, qui m'a fait indirectement découvrir la science-fiction grâce à un volume de la grande anthologie de la science-fiction qui parut au livre de poche sous la houlette de Gérard Klein, entre autres, un petit peu le pape de la science-fiction française. Gérard Klein, c'est pas l'acteur de la scène, c'est un grand monsieur de l'édition française, je tiens à préciser. Et c'est la fameuse collection qu'on trouve toujours au livre de poche, qui doit sans doute être ici, je pense, que nous sommes dans une bonne médiathèque, qui s'appelle Histoire de. Alors vous avez une quarantaine de volumes, et ça décline, ça réunit à chaque fois une trentaine, une quarantaine, je ne sais plus, de nouvelles de science-fiction classiques, de la grande époque, de l'âge d'or, autour d'un thème. Et le premier qui m'est tombé entre les mains à l'âge de 12 ans s'appelait Histoire de robots. J'ai dévoré ce livre à cet âge-là, ça a été pour moi une claque fantastique. Je n'y ai rien compris, puisque j'ai lu ça à 12 ans sans savoir ce que je lisais, mais j'ai adoré ce livre qui m'a donné l'impression de me retrouver au cinéma, d'en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Et vraiment, j'ai été
converti au jour au lendemain par la lecture de ce livre à cette grande religion de la science-fiction que je n'ai plus quitté, que je n'ai plus cessé de pratiquer. La science-fiction est typiquement une littérature de l'adolescence aussi. Mais ça, on n'en fait pas son métier pour autant. Qu'est-ce qui pour vous a été le... Je m'inscris en faux, elle n'est surtout pas typiquement une littérature de l'adolescence, au contraire. Non mais il faut lancer la polémique, au contraire. Non, enfin ça du moins c'est la vision qu'on en a en France, les voyages à l'étranger, aller chez les anglo-saxons, c'est que non, c'est une grande littérature au même titre que tous les autres, heureusement. Que chez nous, on l'a réduit. C'est pas ce que c'est pas ce que je voulais dire. Hein, voilà. D'accord, oui, voilà. Ce n'est pas ce que j'entends. Ouais. Ah bon, voilà. Non, parce que juste, c'était pas péjoratif en fait. Voilà. De l'adolescence. C'est ça que. Mais juste j'interviens parce que moi c'est pareil. J'ai découvert la science-fiction quand j'avais cet âge-là aussi, à 12-13 ans. Et je pense que c'est extrêmement fondateur. Et c'est pas par hasard justement que cet amour adolescent, si on peut dire, perdure, pour beaucoup en tout cas, et ça soit pas simplement une sorte de passade, de goût littéraire qui relève justement d'une sorte de niche d'âge. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça, et je trouve, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, je trouve ça important que ça a été une graine. En réalité, moi les premières véritables les émotions, on va dire, métaphysiques et spirituelles, philosophiques au sens noble du terme, je les ai pas eues personnellement à l'école, bon voilà, mais je les ai eues en lisant des bouquins à 3 francs à l'époque, qui est des anthologies de Jacques Sadoul, chez J'ai lu ou en poche, et où là, en fait, ou en lisant, j'avais 13 ans, Lovecraft ou Kadik, où là, j'ai juste basculé, ça a été en fait initiatique en réalité. Je pense que tu as eu la même. Je me retrouve complètement. C'est la littérature du vrai vertige métaphysique. Mais même y compris dans le récit le plus basique, le moins littéraire, le vertige est toujours là dans cette littérature. Et je pense que quand on le ressent pour la première fois à cet âge-là, bon, on n'en sent pas ça crée une trace indélébile, enfin une sorte de trace indélébile qui est très formatrice. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça passe par justement une forme de littérature populaire, entre guillemets, qui est considérée souvent comme un sous-genre, on va dire, et alors qu'en fait, elle recèle et elle contient des éléments que moi j'ai retrouvés par la suite. Alors elle les contient de façon un petit peu éparse, et un petit peu kaléidoscopique d'une certaine façon, de façon un petit peu dans une sorte de confusion aussi parfois, mais ce qui est intéressant, c'est quand on suit par la suite une évolution intellectuelle qui se raccroche, qui se raccorde à une histoire philosophique ou à une histoire de la métaphysique, de l'astronomie, de l'astrophysique, de toutes les sciences confondues en réalité, on se rend compte à quel point certains éléments, certaines mises en perspective qu'on trouvait dans la littérature de science-fiction ont touché à une sorte de territoire mental ou inconscient qu'on a justement et qui est un peu perméable et extrêmement à la fois sensible et fragile à cet âge-là. Alors, la question était... Et donc, du coup, alors, oui, on est nombreux à le lire, mais comment on arrive à en faire un métier? Alors là, en revanche, je pense que ce n'est pas propre à ce genre de littérature. Je crois que le parcours est le même chez tous les gens qui écrivent, quoi qu'ils écrivent. On est d'abord effectivement un lecteur passionné, et puis, parfois, quand on se rend compte au bout de quelques années que la passion ne s'amenuise pas, voire au contraire, il y a quelques grandis, on est vite titillé par l'idée de se confronter soi-même à la production de ce genre d'histoire. Pour ce qui me concerne, ça m'est tombé dessus ensuite, vers la fin des années lycée, très vite est venue l'envie de m'y essayer. Avec ceci de spécifique, que la science-fiction, alors c'est moins vrai aujourd'hui, du moins vrai en France, mais traditionnellement, c'est une littérature qui s'exprime énormément par la forme courte, par la nouvelle. Et donc, quand on est auteur débutant, évidemment, c'est toujours moins impressionnant de se confronter à la forme courte, de se lancer dans le roman. Donc, je pense, comme bon nombre de mes collègues auteurs de science-fiction, pendant plusieurs années, j'ai fait mon apprentissage d'auteur par la forme courte, par la nouvelle de science-fiction. Alors, grâce à vous, j'ai découvert un mot, mais
il paraît que vous en avez fait sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Alors vous faites de la steampunk. Du steampunk, du de là, steampunk. je ne sais même pas quel genre il faut. Oui, voilà. Vous faites du steampunk, alors qu'est-ce que c'est du steampunk? Alors, attendez, les punks à vapeur. Alors, bon, là, il va falloir que j'explique 2-3 petites choses. Effectivement, quand j'ai écrit mon premier livre, La Lune seule le sait, donc le premier volume de la trilogie est venu dans l'immense pavé rouge, je ne savais pas ce que je faisais, mais c'est souvent le cas quand on écrit, on ne sait pas ce qu'on fait. Heureusement, il ne faut pas se poser de questions quand on écrit ça. Mais on m'a dit après, vous avez écrit, il y avait des gens très sérieux m'ont dit ça, des journalistes, des chroniqueurs, des critiques, m'ont dit, vous avez écrit le premier steampunk français. Ah, tiens donc, j'en étais très fort honoré. Alors steampunk, en référence à un premier mouvement de la science-fiction, les cyberpunk, mouvement initié par William Gibson, un grand auteur de science-fiction américain, qui à partir des années 70-80 se sont intéressés alors aux évolutions de l'informatique et ont écrit des livres sur les mondes virtuels, pour faire simple. C'est William Gibson qui a inventé le terme cyberspace, d'ailleurs dans un de ses romans. Et ces gens-là donc décrivaient des sociétés où on s'immergeait dans des mondes virtuels. Et puis, sous forme de boutade, au bout d'un moment, ils se sont dit, et si on imaginait que le futur était arrivé plus tôt, et que finalement, dès le 19e siècle, on avait des ordinateurs. Mais c'était vraiment un gag entre eux. Et ils se sont dit, on va écrire donc du cyberpunk, mais arriver un siècle ou un siècle et demi plus tôt. Ils se sont mis au défi, certains auteurs, Tim Powers, James Blaylock, et j'oublie toujours l'autre, ils se sont mis au défi d'écrire chacun un livre qui serait donc en référence au cyberpunk, mais à l'ère des machines à vapeur, donc Steam, de faire du steampunk. Donc ça a donné plusieurs titres dès le début des années 80, et finalement, ce sous-genre de la science-fiction a infusé pour donner finalement naissance à une nouvelle mode qui est d'écrire de la science-fiction avec tous les attributs de la science-fiction, extraterrestres, ordinateurs, tout ce qu'on veut, mais alors à l'époque victorienne pour les anglo-saxons, et pour ce qui nous concerne, nous, l'époque napoléonienne, ça se passe sous Napoléon III, par exemple, etc. Voilà. Oui, dans la trilogie, au début, vers le début, il y a un vaisseau extraterrestre arrive dans le ciel de Paris en mai 1889. On est à la fin de l'exposition universelle. On inaugure la Tour Eiffel. Ce vaisseau va voler la vedette à la tour. Et donc, dans ce vaisseau, sont des extraterrestres, les Ishkis, et qui vont s'allier à Napoléon III. Napoléon III va, grâce à eux, devenir, rester au pouvoir. Voilà, s'accroche au pouvoir. On est d'abord possiblement dans un cadre uchronique, c'est-à-dire un nouveau terme barbare, mais pour dire une chose toute simple. L'Uchronie, c'est le fait de revisiter l'histoire, de réécrire l'histoire. C'est un mot construit comme utopie. L'utopie est un non-lieu, un lieu qui n'existe pas, mais le lieu de toutes les expériences possibles. L'Uchronie, c'est le temps, la période de toutes les expériences possibles. On prend un événement historique et puis on imagine qu'il s'est passé différemment. L'exemple le plus basique qu'on trouve dans nombre d'excellents bouquins, si les nazis avaient finalement remporté la Seconde Guerre mondiale, Hitler n'était pas mort, à quoi pourrait ressembler notre monde d'aujourd'hui? Il y a plein d'excellents bouquins là-dessus. Si Napoléon avait connu que des victoires, etc., à quoi pourrait ressembler le monde. Le fait de faire basculer l'histoire à un moment, on appelle ça un point de divergence. Voilà. Et le point de divergence donc, de cette trilogie, c'est que finalement, Napoléon III n'a pas été vaincu à Sedan, etc. Et puis son empire a perduré. Il a d'autant plus perduré qu'il va bénéficier de la technologie extraterrestre au bout d'un moment. Voilà, là, Alors, Farid Abdelouad. Un commentaire par rapport à ce que vient de dire Johan. Alors, effectivement, tu as eu raison de préciser le terme d'Uchronie qui est fondamental dans le steampunk parce que c'est cette distorsion faite où on va inventer une nouvelle histoire, un nouvel avenir d'une certaine façon. Mais là où ça se croise avec des faits réels, si je puis dire, parce que la description justement d'un ciel de la fin du 19e qui est rempli de vaisseaux spatiaux, c'est qu'il y a véritablement eu, dans les années 1889-1890, aux États-Unis, en fait, la première vague d'engins spatiaux aperçus, première vague qu'on dirait aujourd'hui dans une forme de
de désynchronisation, si je puis dire, historique, première vague d'OVNI. C'est-à-dire qu'il y a eu des multiples témoignages qui ont raconté à travers la presse, et ça c'est quand même important parce que c'est une période où la presse se développe énormément et elle devient véritablement populaire, et où aussi les organes de presse, des journaux doivent inventer des modes, y compris des modes narratifs, qui sont entre le canard, le canular et le faux vrai témoignage. Mais on compte à peu près 1000 témoignages aux États-Unis, hein, c'est pas rien, de personnes qui disent avoir vu des vaisseaux dans le ciel avec des roues à aubes ou des ailes en forme d'ailes de chauve-souris. Et c'est à ce moment-là où les premiers récits d'enlèvement, qui coïncident exactement avec des formes littéraires récentes, en particulier avec Jules Verne, par exemple, avec Robur le Conquérant, qui date des années 80 aussi, où on va avoir une sorte de mixité, si je puis dire, de confusion entre fiction et réalité, entre témoignages, documents soi-disant réels, et histoires racontées par la presse. Donc, c'est comme, on va évidemment parler il marche pas du tout. Et les extraterrestres font bon ménage avec les médias, parce que les extraterrestres sont un fait divers. Dans les faits divers, les médias s'en repaissent, et justement l'explosion des témoignages correspond aussi à l'explosion des médias, donc les journaux au 19e siècle, puis plus tard la télévision. Oui, qui amplifie, mais oui, c'est sûr qu'il amplifie, mais en même temps, il ne faut pas associer la diffusion de, on va dire, du témoignage et des différentes vagues, parce qu'il faut chronologiser ça en fait d'une certaine façon. On va le faire petit à petit. Parce qu'en fait, les légendes, les contes et les rumeurs dans les siècles précédents racontaient aussi des histoires fantastiques, hein, qui d'ailleurs, dont les modèles, on va dire, dont les scénarios se retrouvent aussi dans la fiction, dans la science-fiction, et qu'on retrouve aussi dans les témoignages ufologiques. Donc tout ça, on est sur un terrain extrêmement glissant, et ce qui est intéressant, c'est que sur ce terrain glissant entre récits, contes, féeries, fiction, histoire, témoignages et documentaires, si je puis dire, tout ça s'interpénètre et se mélange, et voire pire, si je puis dire, s'influence mutuellement. Alors si vous n'êtes pas l'un d'eux, pourquoi avez-vous commis ce dictionnaire visuel des mondes extraterrestres? En fait, d'où vient ce projet? Ce projet, il vient... j'avais de façon un petit peu personnelle, parce que moi j'ai une formation d'historien de l'art à la base. Parce que vous n'aviez rien fait dans ce domaine-là jusque-là. Jusque-là, non. C'était une marotte, en fait. Vous avez publié de nombreux beaux livres, des carnets de voyage, des récits d'aventure, peut-être commissaire d'exposition, mais en fait, j'avais pas contrairement à Johan, vous n'aviez pas trempé dans la science-fiction. Pas encore. Alors c'était un peu ma marotte personnelle, on va dire, depuis l'âge de 12 ans, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, en travaillant sur différents territoires, on va dire, et l'iconographie et l'histoire des mentalités, à savoir en travaillant sur l'histoire des voyages. Alors après j'ai dérivé sur l'imaginaire, parce que j'ai fait un livre après celui-ci qui s'appelle Voyage imaginaire aux éditions Flammarion, où je raconte justement, je mets en perspective une histoire des voyages imaginaires, y compris avec un chapitre sur les voyages dans l'espace, mais les voyages dans l'espace ne sont qu'une partie du grand paysage des voyages imaginaires. Et pour répondre à votre question, en fait c'est en travaillant sur l'histoire du voyage et sur l'histoire de l'immigration, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais il y a beaucoup d'interrelations, que je suis revenu, en fait, si vous voulez, à la question de l'extraterrestre. Très simplement, en travaillant sur l'iconographie coloniale, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de croisements entre ça c'est le déclencheur, on va dire. Hein. Il y avait beaucoup de croisements entre l'iconographie coloniale et une certaine iconographie des extraterrestres. C'est-à-dire que la représentation de l'autre, de l'altérité, de la différence, en fait, avait des points communs. Je vais donner quelques exemples très clairs. Quand vous lisez des récits de voyage à la fin du 19e, de colons ou d'explorateurs occidentaux en Afrique, par exemple, ou au Moyen-Orient. En Amérique du Sud aussi. Ou en Amérique du Sud aussi. Il y a des reproductions dans le livre des
civilisation Inca ou Aztèque. Ouais, alors ça c'est encore un autre registre, mais sur l'aspect colonial, en fait, c'est plus dans le rapport de, on va dire, de l'homme blanc à la fin du 19e, vous avez une imagerie, si vous voulez, qui correspond exactement à l'imagerie que ça soit dans le récit, que ça soit dans l'iconographie, qui correspond exactement au récit ou à l'iconographie de la science-fiction. Alors un exemple très simple, quand vous avez très fréquemment dans le récit des découvertes des villes, par exemple orientales, il y a quelque chose qui tout de suite surprend le visiteur occidental, c'est les odeurs et la multitude de la population. Voilà. Donc ça donne lieu à des iconographies. Alors en Afrique, ça va un peu plus loin parce qu'on dompte, entre guillemets, la population à coups de cravache généralement pour mettre un petit peu d'ordre et le héros civilisateur va un petit peu régler ce dispositif qui est toujours grouillant, odorant, etc. Quand vous tombez sur une iconographie à la fin du 19e siècle d'un explorateur qui va découvrir le monde des Sélénites, des habitants de la Lune, parfois, pas toujours, mais parfois, il est entouré d'une peuplade de petits êtres tout petits, extrêmement grouillants, et aussi, voilà. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, dans la construction de l'imaginaire, avec ce glissement entre réalité et fiction, à un moment donné, j'ai constaté des grands archétypes et des grands glissements. Et je me suis dit, ça serait intéressant de voir comment la figure de l'extraterrestre à quel moment on en parle dans la culture occidentale. Est-ce que l'extraterrestre est un sujet occidental ou pas? C'est une des premières questions. Globalement, on peut dire oui. Bien que les choses se compliquent, parce que vous avez par exemple des récits, il y a eu des études qui ont été faites par des anthropologues qui ont montré que vous avez des récits de rencontres avec des êtres extraordinaires et fabuleux, dans les pays orientaux par exemple. On a exactement le même modèle, le même scénario. Comme on peut avoir au Moyen-Âge le même scénario entre des lutins et des farfadets, ou des géants, par exemple. Lutins, farfadets, géants, ce sont des archétypes, des anthropomorphismes qu'on va retrouver aussi dans la science-fiction de façon très, très importante. Alors, on va prendre, de toute façon, c'est le thème, maintenant on est au cœur de la thématique, on va prendre des différentes questions. On va commencer c'est un dictionnaire, donc de multiples entrées, de A à Z. On va commencer plus léger au plus grave, peut-être. Je vais simplement vous demander, d'une manière très légère, pour commencer, alors quels sont, à chacun, puis je vais donner les miens aussi, quels sont vos extraterrestres préférés? Alors, je vais vous donner les miens parce qu'ils sont dans le livre, justement. Il y a une très belle illustration. Hop. Moi, ceux que je préfère, ce sont... Alors, voilà, les extraterrestres de Tim Burton dans Mars Attacks. Moi, vraiment, je ne m'en lasse pas. On va les regarder en boucle. Alors, Yoann et oui, je suis en train de passer en revue beaucoup d'images de films pour savoir. Alors, certes, effectivement, oui, ceux de pas forcément dans les films. Hein. Ça c'est un peu une question piège. Il faut répondre les miens. Les miens, oui, non, mais non, on va se taper dans l'œuvre de mon petit camarade. Vraiment que... Farid, alors oui, vas-y. Je te quitte la parole, ça va te laisser le temps pour réfléchir. Juste sur le personnage de Tim Burton, c'est-à-dire l'extraterrestre petit à tête de mort ou hydrocéphale, mais là l'hydrocéphalie est tout à fait apparente puisque son cerveau est tout à fait visible, il n'y a pas de carapace crânienne, on va dire. Ça, c'est un emprunt que Tim Burton a fait. Il a piqué complètement l'image. Je le montre, parce qu'on est deux à faire ce livre, je le signale quand même. On l'a montré dans le bouquin justement. En fait, il a utilisé des cartes qui étaient données avec des chewing-gums ou qui étaient distribuées aux adolescents, qui ont été interdites à un moment donné parce que considérées comme trop violentes. Il faut quand même dire une chose, c'est que elles ont été interdites, considérées comme trop violentes, parce qu'on est dans l'Amérique de la guerre froide des années 60, 50, 60, et qu'il y a une véritable censure qui va s'opérer sur l'expression science-fictionnelle, si on peut dire. Et qu'à ce moment-là, il y a énormément... Parce que c'est un réservoir à fantasmes, et comme tout réservoir à fantasmes, à l'époque où l'underground, en tout cas la culture populaire existait vraiment, ce qui est aujourd'hui un petit peu plus contestable, on va dire, ça donnait lieu à des véritables plateformes si on peut dire, de créativité et d'expression où plein de choses pouvaient s'exprimer. C'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est-à-dire la sexualité, la drogue, l'ivresse. Vos préférés?
Alors mes préférés, eh ben je sais pas. Ceux que j'aime bien, moi en fait, mes préférés, en fait je pense là tout de suite là, parce que c'est dans l'actualité si je puis dire, c'est aux extraterrestres du film que je vais présenter tout à l'heure, de District 9. Parce qu'en fait, ils sont mis en scène de telle façon qu'ils passent de l'archétype traditionnel, c'est-à-dire de l'animalité, hein, parce que globalement l'extraterrestre c'est l'ennemi, hein, c'est l'alien, c'est l'étranger, c'est celui qu'il faut détruire, c'est celui à qui, dans Independence Day par exemple, le blockbuster américain, le film traditionnel américain, c'est dit à un moment donné, c'est l'extraterrestre à qui il faut botter le cul. Bon, comme on va botter le cul à l'Irakien, à l'Afghan, enfin bon, voilà, on est dans une version guerrière en fait. Hein, donc, mais ce qui est intéressant dans District 9, c'est que, sans dévoiler tout le truc, c'est que le scénario est disposé de telle façon qu'on passe d'une figure de l'animalité, entre guillemets, ou considérée comme l'animalité, à une figure en fait beaucoup plus, alors qu'il ne l'est pas, humaine, on va dire. En tout cas, le point de vue change. Donc moi, l'extraterrestre qui m'intéresse, c'est celui qui va révéler, en réalité, voilà, pour répondre à ta question, l'extraterrestre, c'est celui qui va révéler notre propre humanité. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Et donc, on en saura plus à 20h30, quand Farid présentera et commentera le film District 9, justement, au cinéma Bel Air, donc dans le prolongement de cette rencontre. Alors ça me permet de réfléchir, et alors j'ai deux réponses, tout à fait. Les hydrocéphales de Tim Burton, effectivement en référence à des choses très classiques, ont permis de... Les premiers extraterrestres qui m'ont sans doute le plus impressionné, c'était allé quand j'étais assez jeune, c'était un des épisodes les plus célèbres de la 4e dimension, Servir l'humain. Ah oui, je le connais. Alors, ils sont immenses, ils font 2 mètres, ils ont donc une immense tête, effectivement, ils sont donc hydrocéphales. Et puis tout tient, alors c'est un magnifique épisode à chute, ils débarquent avec une technologie très avancée, dont ils font cadeau aux terriens, etc. Et ils ont un livre dont le titre, une fois traduit de leur langue extraterrestre, c'est Servir l'humain. C'est formidable, ils viennent pour nous servir, ils sont à notre service. Et de fil en aiguille, eh bien, ils vont choisir une délégation d'humains pour les emmener sur leur planète dans leur vaisseau. Et au moment où le vaisseau va décoller, tout à la fin, il y a quand même un savant, un linguiste qui dit non, attention, ben, voilà, c'est la chute, vous méprenez, c'est servir l'humain, mais au sens cuisiner l'humain. Voilà, c'est à préparer l'humain. Donc ils sont venus chercher à manger sur notre planète. Et voilà, cet épisode, donc j'avais dû voir ça à 7-8 ans, 10 ans, je ne sais plus, m'avait halluciné. Et ça, c'est un grand choc de science-fiction. Et j'ai sinon, la réponse littéraire, enfin, pour moi aussi, les plus beaux extraterrestres, peut-être parmi les premiers envahisseurs de l'histoire littéraire, cette fois de la science-fiction, bon, ça reste quand même les Martiens de Wells dans La Guerre des Mondes, pour une bonne raison. C'est l'archétype de l'envahisseur. On ne les voit pas, on voit que leurs machines. Juste un moment, il y en a qui est disséqué vers la fin, mais voilà. Et ils sont d'autant plus terrifiants qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là, mais ils viennent tout détruire avec des machines fantastiques. Quand Wells écrit ça, c'était pour dénoncer la façon dont l'armée britannique se comportait dans les colonies de l'Empire. Et pour inverser un petit peu la chose, pour se dire, voyez, si un jour c'était nous, les Anglais, qui étions à la place des Indiens et autres, comment est-ce que les peuples colonisés voient l'armée anglaise quand elle débarque, voilà. C'est un titre, H.G. Wells, qui vous plaît, qui vous a tellement marqué, que vous avez écrit, là, il y a 2 ans, 3 ans, La Guerre des Mondes n'aura pas lieu. Effectivement, voilà, avec une série d'hommages, parce que ça part du roman d'H.G. Wells, voilà. Mais alors là-dedans, c'est un fourre-tout incroyable que vous avez mis. Ce sont mes hommages aux grands classiques de la littérature d'invasion martienne, où donc Wells d'un côté, et puis Edgar Rice Burroughs de l'autre, à la fois le papa de Tarzan, mais de John Carter de Mars, aussi, voilà, qui a, à la grande époque héroïque, l'âge d'or des récits de pulp, de science-fiction, c'est-à-dire c'était des récits publiés, il y a un petit peu toutes les images qui décorent, un petit peu comme derrière moi, voilà. C'était des illustrations de pulp. Les pulp, c'était des magazines très bon marché. Dont on ne va pas en dire plus, parce qu'il y a une conférence demain matin, si je ne m'abuse, du roman au pulp, donc de Marc Atala, du directeur de la Maison d'ailleurs, que vous connaissez bien. C'était juste pour dire voilà, que Edgar Rice Burroughs était publié dans ces pulps.
Et voilà, c'est un des premiers à avoir popularisé la grande aventure d'exploration martienne dans un esprit tout à fait colonial, comme tu disais, on est en plein dans la grande époque. Alors justement, alors le mot est lâché, puis je vais rebondir là-dessus. Vous dites les Martiens. Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous en parlez dans votre livre. La question, c'est mais pourquoi Mars? Pourquoi on se cristallise autour des Martiens, de cette planète Mars, et ça ne date pas d'H.G. Wells? Juste avant, juste deux petits points, parce que ça m'excite ce que disait Johan tout à l'heure. En fait, c'est sur parce qu'on a abordé ça, justement, je veux revenir sur cette question d'archétype, en fait, sur la question de l'hydrocéphale, de l'extraterrestre à grosse tête. Alors, ça a toute une histoire, en fait. On pourrait faire un bouquin sur l'extraterrestre à grosse tête, et ça renvoie vraiment à des sphères anthropologiques très profondes. Je vais en donner juste quelques exemples. Pas trop, parce qu'on a Pas trop. plein de mais non, mais c'est quand même intéressant. Non, mais justement, c'est quand même intéressant de stigmatiser, si vous voulez, les extraterrestres à travers justement des figures et à travers des exemples d'archétypes. Donc très rapidement, grosso modo, si les extraterrestres ont des grosses têtes, alors les premiers à avoir des grosses têtes, c'est dans la fiction. S'ils ont une grosse tête, c'est parce qu'ils sont venus sur Terre. S'ils sont venus sur Terre, c'est qu'ils avaient un degré d'évolution supérieur au nôtre. S'ils ont un degré d'évolution supérieur au nôtre, ils sont plus intelligents que nous. S'ils sont plus intelligents que nous, ils ont plus de grosses têtes. Bon, donc il y a ce principe-là comme ça. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on passe de la fiction à l'ufologie, on se rend compte que les petits gris ou les petits verts, c'est-à-dire ces deux familles d'extraterrestres, ont aussi des grosses têtes. Et que ces petits gris et ces petits verts, dans les récits et les témoignages qui vont être donnés par les gens qui rentrent en contact pour des rencontres extraterrestres, vont décrire des êtres à grosse tête. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a une fois de plus des archétypes et des glissements. En fait, c'est pour ça aussi que le cerveau est apparent tout à l'heure dans l'iconographie de Burton. La question c'était quoi? Mars. Ah oui, Mars. Ben, en fait, Mars, c'est une vieille histoire. On a commencé déjà, les scientifiques de très sérieux, Schiaparelli par exemple, ou d'autres scientifiques, ont commencé au 19e siècle à voir des lignes sur Mars. Alors, au début c'était pas tout à fait des lignes, c'était des dessins. Et puis, avec la perfection des lentilles et de l'oculaire astronomique, on a commencé à croire, on pensait voir des lignes droites. Donc en fait, il y a eu un passage entre des lignes un peu informes et des lignes droites, et ces lignes droites partaient du pôle nord de Mars. Et de ce pôle nord de Mars, on a déduit que ces lignes étant très rectilignes, justement, elles étaient artificielles. Donc il y a eu plusieurs scientifiques qui ont vraiment glosé là-dessus, et ces lignes étant artificielles, on en a déduit que c'était pour alimenter, que les territoires du Sud étaient en situation de sécheresse et qu'il fallait les alimenter en eau. Donc il y a déjà au niveau scientifique, astronomico-scientifique, il y a toute une histoire qui a été décrite mieux que je ne le fais là par des scientifiques, par des historiens et des scientifiques, qui étaient, voilà, Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'imaginaire, on a toujours le nez dans le guidon d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va commencer à investir le territoire de la Lune dans un premier temps. C'est les Sélénites qui vont nous intéresser, et dans un second temps, on va commencer et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la question des exoplanètes au niveau scientifique se situe à des confins de l'univers. Donc il y a un éloignement comme ça, il y a une sorte d'investissement du territoire spatial qui se fait petit à petit. Une évolution technologique de nos moyens d'observation. Voilà. Alors, au niveau de la littérature, j'ai bien retenu dans votre livre, l'homme de la Lune, c'est Godwin, c'est 1638. Il y a plein d'exemples en fait. Ensuite, oui. Ensuite, Mars, Voltaire en parle dans Micromégas. Et avant Jonathan Swift dans les voyages de Gulliver. Et donc on s'éloigne ensuite. Petit à petit, on s'éloigne, voilà, c'est ça. Donc, on va investir le système solaire et on va attribuer à chaque habitant en fonction aussi. Alors il y a plein de théories, de jeux d'imaginaire qui vont s'inscrire là-dessus. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui disaient au 19e siècle, par exemple, certains auteurs qui pensaient que les habitants des grosses planètes étaient forcément petits parce que la force d'attraction était plus grande. Et vice-versa, les habitants des petites planètes étaient grands. Donc en fait, on retrouve une fois de plus ces personnages qui sont rémanents et une fois de plus archétypaux, qui sont le géant et le nain. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certaines histoires, par exemple, si on se raccorde au folklore, il y a certaines histoires de rapt et de kidnapping
qu'on retrouve au Moyen-Âge et à la Renaissance, qui sont des rapts diaboliques par des créatures type farfadets nains, ou voilà, donc c'est pareil, on est dans des sphères imaginaires qui trouvent des équivalences en fait. Est-ce que vraiment cette cristallisation autour du martien a un lien avec le cycle de Mars auquel vous êtes très attaché de Rose? Je suis pas historien spécialiste de la chose, mais je pense que c'était pas le premier, hein, entendons-nous bien, à avoir mis en scène des martiens, ça. Mais je pense que c'est un de ceux qui a comme popularisé, en revanche, c'est grâce à lui que cette figure martienne s'est largement popularisée. Y compris chez les scientifiques, hein, parce que Carl Sagan, par exemple, dit reconnaître toute l'influence de Burroughs sur sa carrière scientifique et d'astrophysicien. Voilà. Il faut savoir, ça peut paraître étrange, hélas, aujourd'hui, qui plus est en France, mais il y a toujours de manière générale, des exceptions bien sûr, mais de manière générale, les auteurs de science-fiction, et depuis toujours aux États-Unis, sont souvent de grands scientifiques. Il y a toujours du moins des échanges entre univers scientifique sérieux et univers littéraire. On ne les a jamais considérés comme des guignols, quoi. Enfin, il y a des exceptions, mais en général, il y a toujours eu ces correspondances. Et pour la petite histoire, j'ai même découvert, alors peut-être que je me suis trompé, mais il n'y a pas si longtemps, que finalement, savez-vous qui en France, quel est le premier auteur à avoir écrit alors, une courte histoire, c'était une petite nouvelle, une de ses meilleures, parlant finalement d'invasion extraterrestre, de martiens, pardon, qui est le premier qui a amené un martien sur Terre. La réponse vous paraît surprenante. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant dans L'Homme de Mars. Voilà, effectivement. Alors, effectivement, à l'école, c'est pas ce qu'on apprend, mais Guy de Maupassant écrit de la science-fiction. Il a une petite nouvelle qu'on trouve en téléchargement gratuit un petit peu partout. Voilà, qui s'appelle L'Homme de Mars. Et c'est pas celle qu'on vous met c'est pas celle qu'on vous fait apprendre, c'est pas ces contes un petit peu barbants, non. Mais il est le premier à avoir effectivement fait atterrir, avoir décrit le crash d'un vaisseau martien. Et en fait, juste pour illustrer ce que tu dis, parce que là je retrouve, moi cette nouvelle qui est magnifique, hein, qui fait quelques pages, hein, qui est très courte. Elle est très très courte, oui. Juste pour rebondir, je vous lis un petit extrait de cette nouvelle justement, que j'ai cité dans le dictionnaire. Que je trouve extraordinaire et très très belle. Je crois que c'est la conclusion. En fait, l'histoire, c'est vite fait, il y a un martien qui vient rencontrer le narrateur et qui vient l'éclairer sur la situation en fait de l'existence d'une vie sur Mars. Et donc il y a un passage qu'on a cité. Un homme ne serait pas intelligent s'il ne croyait pas les mondes habités. Il faut être un sot, un crétin, un idiot, une brute pour supposer que les milliards d'univers brillent et tournent uniquement pour amuser et étonner l'homme. Cet insecte imbécile, pour ne pas comprendre que la Terre n'est rien qu'une poussière invisible dans la poussière des mondes, que notre système tout entier n'est rien que quelques molécules de vie sidérale qui mourront bientôt. Regardez la Voie lactée, ce fleuve d'étoiles, et songez que ce n'est rien qu'une tache dans l'étendue qui est infinie. Songez à cela seulement 10 minutes. 10 minutes. Et vous comprendrez pourquoi nous ne savons rien, nous ne devinons rien, nous ne comprenons rien. Nous ne connaissons qu'un point, nous ne savons rien au-delà, rien au-dehors, rien de nulle part, et nous croyons et nous affirmons. Si je peux me permettre, donc 150 ans plus tard, la science, l'astronomie, la cosmologie vient de nous prouver que Guy de Maupassant était visionnaire. On sait maintenant qu'il existe un nombre incroyable d'exoplanètes, peut-être très très lointaines, potentiellement habitable, donc recelant potentiellement une forme de vie extraterrestre. Alors, excellente transition, parce que je voulais vous demander, alors quand ça a commencé? Quand est-ce qu'on a commencé à croire qu'il y avait d'autres mondes, et dans ces autres mondes, des êtres qui étaient susceptibles de nous envahir, de nous menacer, en tout cas, de venir nous rendre visite? Est-ce qu'il y a une première mention dans votre dictionnaire de Plutarque? Alors voilà, c'est ça. Il y a Plutarque, parce qu'en fait, c'est chez les atomistes grecs, en fait. Chez les philosophes atomistes grecs, qui se posent... À partir du moment où on se pose la question de la constitution de l'univers et de la forme qu'il peut avoir, après, selon les différentes théories, ça va prendre des versions différentes. Si on est géocentriste, si on est héliocentriste, évidemment, la forme de l'univers ne va pas être le même. Si on croit, comme Giordano Bruno, à la pluralité des mondes, et qu'effectivement, il peut y avoir une multitude de systèmes solaires, et que notre univers est constitué d'une multitude de systèmes solaires qui peuvent accueillir la vie, à ce moment-là, ça change tout. Donc, en fait, ça commence avec les philosophes grecs atomistes. Alors, par contre, ce qui nous intéressait, c'était aussi la façon dont les extraterrestres sont représentés. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus tardif.
C'est-à-dire... Parce qu'il y a la question de l'Église. Exactement. La représentation était impossible parce que on se mettait en danger face au pouvoir de l'Église. Déjà, on se mettait en danger quand on pensait, globalement, dans un premier temps, quand on pensait qu'il y avait justement une forme de pluralité des mondes. Giordano Bruno l'a payé de sa vie, puisqu'on l'a brûlé en 1600. Ouais, en 1600 à Rome, parce qu'il n'a pas voulu adjurer tout simplement pendant l'Inquisition, il n'a pas voulu se médire et annoncer officiellement qu'il n'y avait qu'un seul monde vivant et c'était le nôtre, quoi. Donc effectivement la religion a posé son... Mais à un moment donné ça éclate, c'est-à-dire qu'avec Kepler, avec Galilée, le système éclate. À la Renaissance, en fait, ça se développe au moment de la Renaissance, et il y a les résultats scientifiques amènent l'Église finalement à baisser la garde d'une certaine façon. Alors vous montrez qu'il y a des représentations, donc j'en montre une là, sur des feuilles volantes, des feuilles qui étaient diffusées. Alors ça c'est, oui, ça c'est en fait là on est dans l'époque, 1580. Ouais, ça c'est des prodiges célestes en fait, c'est des observations de phénomènes lumineux dans le ciel. Ça a donné lieu à des gravures magnifiques, colorées, mais alors là c'est différent. Enfin, ça c'est plus en relation avec tous les phénomènes célestes inexpliqués ou inexplicables. Donc c'est en fait, si vous voulez, il y a plein d'histoires qui s'étagent dans l'histoire des extraterrestres et des mondes extraterrestres. La dernière, on va dire, la dernière couche, c'est celle de l'histoire de l'exobiologie, quoi, et de la vie, d'une recherche d'ailleurs qui s'effectue aujourd'hui sans sujet. C'est assez curieux qu'une science s'investisse sans avoir d'objet. C'est quasiment la seule science. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose dont on ne connaît pas l'existence. C'est plutôt rare en termes scientifiques. On a très peu de matière pour travailler dessus, parce qu'on a quelques kilos, voilà, c'est ça. Kilos de matière ramenée de la Lune. Oui, voilà, il y a de l'acide aminé éventuellement dans quelques météorites qui peuvent amener à l'idée de, par exemple, ce qu'on appelle la panspermie, c'est que la vie aurait été amenée sur Terre justement par une sorte de par une météorite, quoi, et par un support grâce justement à l'apport d'acides aminés qui sont à la base si je ne dis pas de bêtises, des protéines, du développement des protéines. Donc, oui. Mais Johan, le grand bond en avant de ces croyances est toujours en parallèle avec les avancées technologiques. C'est-à-dire justement, il n'y a pas de soucoupe volante sans connaissance par l'homme, évidemment, des aéronefs. Oui, et d'ailleurs, la meilleure preuve en préambule, les premières observations à la fin du 19e siècle d'engins volants non identifiés étaient ni plus loin que des transpositions de la technologie de l'époque. Ils avaient des roues à eau. Et ensuite, eh bien, quand il y a eu toutes les vagues au moment de... alors, je n'ai plus les dates en tête, les années 30 ou 40, là on était proche à nouveau des technologies de l'époque, je crois, les débuts des avions en propulsion, des choses comme ça. Enfin, oui, les témoignages évoluent en fonction à l'aune de l'invention scientifique et technologique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, si vous voulez, a un imaginaire extrêmement puissant et très profond, mais cet imaginaire, c'est du bricolage, toujours. C'est-à-dire que c'est un imaginaire qui se fait de façon... qui ne peut pas, quelque part, dépasser la perception que l'homme a de son propre réel et de sa couche culturelle historique, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que c'est intéressant, justement, la figure de l'extraterrestre est intéressante, c'est qu'elle évolue à travers l'histoire. C'est-à-dire que l'extraterrestre, il va porter en lui, c'est une sorte de réservoir à fantasmes, et qu'en même temps, on ne peut pas imaginer l'autre, l'altérité est imaginable uniquement à l'aune de la conception et de la perception du monde que l'on a. On ne peut pas se dépasser, l'homme ne peut pas se dépasser lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va se rendre de l'évolution, par exemple, de l'étude de la chimie ou de l'étude moléculaire, on va imaginer des extraterrestres qui vont prendre des formes de nuages ou de gaz, et ça va se répandre, si je puis dire, sans jeu de mots, dans la création, dans la science-fiction, dans la création littéraire. Alors une date importante, c'est donc le 18 novembre 1896. Ben voilà, c'est l'histoire des airships. Ouais. Nous raconter ce qui se passe. Ben en fait, c'est là où il y a, c'est un des premiers témoignages d'engins spatiaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dont tu parlais, quoi, d'engins spatiaux. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, bon là on voit pas bien, les petites illustrations, oui, mais bon voilà, c'est-à-dire que les témoignages, c'est exactement ça, sont synchrones à la dimension, enfin au niveau technologique de l'époque, quoi. Voilà, alors c'est le journal de Sacramento qui rapporte que la veille au soir, sous les yeux de centaines de personnes,
Une lumière semblable à celle d'une lampe à arc, mue par une force électrique mystérieuse, survola la ville au ras des immeubles, manœuvrant afin d'éviter le clocher d'une église. Certains entendirent une voix aérienne s'exprimer en anglais, d'autres décrivirent une machine de forme ovoïde avec sur ses flancs des hélices frombissantes. Donc airship watt, donc d'où le terme airship, hein, navire volant, titrera le quotidien. Et vous dites que c'est la première vague d'observation. Ouais, parce qu'après, il y a énormément. Hein. Jusqu'à dans les années 90, la dernière vague importante, c'est la vague belge, qu'on appelle la vague belge, où là, voilà, on est face à des centaines de témoignages. Et alors, ce qui est drôle, c'est que pas n'importe quel témoignage, c'est que le premier... La vague belge, c'est 1989. Hein. C'est ça. C'est assez récent. Hein. Ouais, c'est récent. C'est la dernière grande vague, si vous voulez, d'observation. Non, parce que c'est assez étonnant, parce qu'on se dit maintenant, de nos jours, bon, ça nous fait marrer et tout. On a du recul, Tim Burton est passé par là, d'autres aussi. Mais 1989... Et en plus, oui, il y a d'autant plus troublant que ce ne sont pas n'importe qui témoigne. Oui, parce que les premiers, alors peut-être c'est après, mais les premiers à avoir fait un rapport circonstancié, c'est des policiers belges, donc ça c'est assez marrant. Bon après, voilà, ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse c'est le phénomène culturel en fait. Ce qui est intéressant c'est par exemple sur la question des contacts ou du constat ou des rapprochements ou des rencontres. Ce qui est intéressant de voir, c'est justement que on a des scénarios qui ont commencé à être installés dans la littérature. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, la rencontre avec l'extraterrestre ou le kidnapping, le rapt par les extraterrestres, c'est quelque chose qu'on trouve de façon scénarisée, si on peut dire narrativement, dans la littérature dans les années 20 et 30. L'idée, par exemple, du missing, ce qu'on appelle en anglais le missing time, c'est-à-dire le temps perdu, c'est-à-dire quand vous rencontrez, si jamais vous... Voilà, le scénario globalement, c'est que vous vous promenez sur une route, il est tard le soir, vous allez voir plein d'images. Hein. Vous vous promenez sur une route, il est tard le soir, vous êtes seul dans votre voiture, et la voiture tombe en panne, et où les éléments électriques commencent à s'affoler, votre montre commence à tourner, etc. Votre voiture s'arrête, et vous voyez un engin au-dessus de votre voiture qui va projeter une lumière. C'est le générique des envahisseurs. Voilà, c'est ça, c'est le générique des envahisseurs. Mais on a vu des dizaines de scénarios de films et de récits de science-fiction commencer comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça c'est des récits, mais c'est qu'il y a et j'exagère pas, des milliers de témoignages. Et là, on est vraiment dans un phénomène, et on peut se poser des sérieuses questions sur d'où vient ce phénomène culturel. C'est un phénomène sociologique très très puissant. C'est un immense phénomène sociologique, en tout cas principalement américain. D'où viennent et par quoi ont été motivés ces milliers de témoignages de personnes qui jurent et qui disent dur comme fer avoir vécu ces expériences-là. Généralement, une fois que votre voiture est tombée en panne... Et qui n'ont l'air ni de crétins, ni d'illuminés. Non, il y a des scientifiques, des psychologues, des anthropologues, voilà, il y a des dizaines de personnes qui se sont intéressées à ce phénomène-là. Moi, je pose des questions dans le bouquin, je pose des questions, on pose des questions, on dit à quoi ça correspond, hein, et par quoi c'est motivé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a alors après, on arrive à des degrés de paranoïa et de conscience, enfin de perception de complotisme et de complot qui deviennent extrêmement puissantes, puisque ça va crescendo, si vous voulez. Au départ, on voit des extraterrestres, ensuite on les rencontre, ensuite on est kidnappé par les extraterrestres, ensuite on est objet d'expériences médicales par les extraterrestres, ensuite on est objet de prélèvement d'ovules, de sperme, de sang par les extraterrestres, donc là c'est encore un autre degré, et ensuite au final on devient support de manipulation, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on devient objet d'un plan. C'est-à-dire qu'on a par exemple des oreilles qui sont bizarrement constituées et... Vous allez voir de quel bois je me chauffe avec mon rayon martien. Alors, justement, sur les contacts, vous parlez de... Alors lui, donc, Georges Adamski ne paraît ni paranoïaque, et puis vous, de temps en temps, vous faites preuve d'ironie dans votre dictionnaire, mais là, pas du tout. Vous êtes d'une neutralité absolue, vous n'en concluez rien. Georges Adamski, dans quel désert déjà Ouais, aux États-Unis, en fait. En Californie, dans le désert, c'est un moulage, voilà, en
en bas à gauche. Ça, c'est... Il a parlé Ouais. avec quelqu'un, il affirme que c'est un extraterrestre, et voilà le moulage du pied de... De l'empreinte du pied. Ce qui est De intéressant, l'empreinte ça du c'est pied. une iconographie Il a originale, elle n'a jamais été publiée, on a retrouvé les archives d'Adamski, c'était assez intéressant d'ailleurs. Parce qu'en fait c'est une mythologie contemporaine aussi, tout ce dont on parle c'est des mythologies contemporaines en fait, mais Adamski est une mythologie au sein de la mythologie, si on peut dire, puisqu'il correspond à... Il y a vraiment eu toute une rumeur et toute une vague autour de lui importante, des bouquins, etc. Lui-même en a écrit... Ce qui est intéressant chez lui, et on en parle un petit peu de façon dessinée, l'extraterrestre, c'est pas forcément une forme monstrueuse, animale, sauvage, etc. Il y a aussi un extraterrestre, et celui qu'il rencontre, c'est le cas, qui est en fait un extraterrestre qui tend plus vers l'angélisme et vers l'extraterrestre bienfaiteur. C'est-à-dire que s'il y a un renversement, c'est plus nous qui sommes les héros civilisateurs quand nous allons sur la Lune matraquer du sélénite, mais c'est le contraire, c'est par exemple Quand la Terre s'arrêtera, le film Quand la Terre s'arrêtera, c'est pareil, c'est un extraterrestre qui est un héros civilisateur pour nous, qui vient grosso modo apporter un message de paix, de pacifisme, et dire, bon, grosso modo, et là on est en pleine guerre froide, c'est pas par hasard, hein, on est à 2 doigts de la conflagration générale, et là on projette en fait un personnage qui est finalement, pour moi, une sorte d'avatar de l'ange, ce qu'était l'ange hier, est incarné par la figure de l'extraterrestre. Donc il est beau, il est grand, il est blond généralement, parce que c'est important. Ça, c'est le genre idéal. C'est le genre idéal. Il a une pilosité nulle. C'est un ange. Voilà. Et ça c'est important aussi parce qu'en fait dans la figure du surhomme, la pilosité fait mauvaise compagnie à la figure du surhomme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup d'extraterrestres dans les années 50 aux États-Unis, positifs comme ça, qui sont représentés. C'est vraiment la figure du travailleur nazi ou soviétique. Quoi. Oui, de l'ange blanc. Ouais, c'est ça. Il est Stahl, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Mais alors, quand même, je reviens à Georges Adamski. Il n'y a pas moyen de réfuter son témoignage parce que le problème c'est que quand semblait rester non mais parce perplexe. que en fait non moi je suis pas du tout perplexe, je pense que c'est ça le problème c'est que quand les gens racontent des histoires qu'ils ont vécues dans la solitude la plus totale, déjà, et ensuite quand ils sont dans leur espace fictionnel en fait personnel, après moi je suis pas là, nous on n'était pas là pour démonter toutes les histoires ufologiques. De toute façon on parle pas que de ça, enfin je veux dire, l'ufologie est une strate comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un millefeuille. Donc ce qui était intéressant c'était d'aborder l'ufologie, de voir quels étaient les scénarios qui étaient avancés par les différents scénarios. Là ce qui était intéressant c'est que ça donne lieu à une production iconographique, à la mise en valeur justement de cette figure un peu angélique de l'extraterrestre, etc. Donc c'était ça qu'on a voulu un petit peu cerner quoi, en fait. Quelle est pour vous la période la plus propice ou la plus heureuse pour les extraterrestres? C'est la fin du 19e, parce que vous couvrez dans votre trilogie à peu près tout le siècle, enfin même jusque dans les années 50. Alors pour vous, quel est le moment où on les utilise le plus, où ils servent le plus notre fiction collective? Je pense que ça a commencé en littérature, donc c'est plutôt la période de l'entre-deux-guerres. Il y a eu, ce qui correspond à ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction. Là, il me semble que c'est le moment où les récits d'invasion, alors dans un sens comme dans l'autre, que nous débarquions ou qu'ils débarquent, se sont multipliés. Puis ensuite, il y a eu toute une seconde grande vague d'articles de ce genre, dans le contexte de guerre froide, là, comme tu le rappelais, parce que bon, là, il fallait métaphoriser la menace communiste, etc. Et là, on a vu au cinéma, dans tous les films de série B à série Z, en plus de la littérature, on a eu une grande démultiplication de ce genre d'extraterrestres. Et il me semble qu'ensuite, il y a eu une sorte d'accalmie littéraire. Je pense qu'il y a eu un petit moment où l'extraterrestre, du moins en tant que ce qu'il représentait comme menace potentielle, a un petit peu disparu des écrans radars, avant de revenir, mais cette fois-ci de façon éminemment plus sérieuse, puisque se fondant sur des démarches et des analyses scientifiques sérieuses depuis une bonne vingtaine d'années, dans les années 80-90, une nouvelle vague d'auteurs de science-fiction qui se sont intéressés à la figure de l'extraterrestre, mais tout en se débarrassant complètement des métaphores du passé. On arrive à quelque chose de plus...
j'oserais dire plus crédible, mais il ne s'agit pas. Mais il s'agit d'une autre littérature. C'est plus des histoires de rencontres, de contacts, etc. Il y en existe toujours, ils sont publiés toujours. Là n'est pas la question, mais globalement, il y a eu on va dire à ce niveau-là un véritable saut qualitatif de la littérature de science-fiction, et on va avoir de très 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 grands livres qui mettent en scène des civilisations extraterrestres, par exemple. Alors là, ouais, pour le moment, il faut donner des exemples. Oui, on en a plein, mais je me demande si ça n'a pas commencé avec cette nouvelle génération dont tu parles. Je me demande là, je me trompe peut-être, si ça n'a pas commencé avec Frank Herbert. Oui, non, cela dit, on peut remonter aux années 50, 60, ouais. 60 Ouais, même, ça. oui, ça peut le grand initiateur, je C'est pense. au départ, si. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a en effet, est-ce que justement il n'y a pas un basculement à l'après-guerre et voilà, vous venez de citer le moment, parce que vous citez Barthes, hein, oui. Donc je l'ai amené, hein, mythologie de Barthes, donc vous venez de dire qu'en effet l'extraterrestre c'est l'URSS, hein, enfin voilà, c'est le monde soviétique. C'est bien de citer, oui. Voilà, et Barthes dit justement dans sa mythologie, cet extrait qui s'appelle justement Martien, que après-guerre, le champ d'apparition le ciel devient le champ d'apparition de la mort atomique. Alors justement, il y a la menace absolue. La menace absolue vient du ciel parce qu'il y a eu la bombe atomique, parce qu'il y a la guerre froide, et à ce moment-là, n'est-ce pas, le terrain propice à l'extraterrestre. Mais tu peux citer, si tu l'as sous les yeux, citer le passage justement où il parle de cette... Tu l'as, non oui, je l'ai, mais quel passage du passage Je retrouve ça du temps. Oui, non, mais justement, non, mais ce qui était intéressant... justement, ce qui était intéressant, là je ne l'ai pas, mais c'est pas grave, mais l'idée c'est qu'en fait... il a perçu que l'extraterrestre est une métaphore, comme on disait tout à l'heure, et que que ce soit dans le cinéma ou que ce soit dans la littérature de science-fiction, finalement l'extraterrestre, ça représente l'invasion. Enfin, il y a une partie qui représente l'invasion rouge, quoi, et que voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que de l'autre côté, du côté soviétique, il y a une école de science-fiction qui s'est construite aussi, et qui s'est plus appuyée d'ailleurs sur ce qu'on appelle l'archéologie spatiale. Il y a eu ce courant-là, je ne sais pas si tu te souviens, et qui a d'une certaine façon universalisé, on va dire, la figure du travailleur et l'idéologie communiste à travers celle de l'extraterrestre. Alors c'est assez drôle, c'est parce que on avait d'un côté le bloc occidental américain qui voyait à travers les extraterrestres des envahisseurs qui allaient foutre en l'air la société de consommation et de bien-être américain, et de l'autre côté, chez les communistes, on avait une figure de l'extraterrestre qui était du héros civilisateur qui amenait le progrès, la science et l'éducation pour tous. Donc voilà, une fois de plus, voilà, on est dans un rapport, dans un rapport qui relève du transfert. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on le sonde, quand on a l'analyse, quand on le goûte, si je puis dire, on en apprend beaucoup sur les humains. Parce que c'est ça, en fait, la science-fiction est un miroir, quoi. Et elle le restera, elle le sera toujours. Et c'est cet aspect-là, ce miroir-là, qui nous éclare en réalité sur nous-mêmes. C'est ça, alors là je prends, donc là je chope un extrait de Barthes, et Mars est implicitement doué d'un déterminisme historique calqué sur celui de la Terre, donc c'est le miroir. Si les soucoupes sont les véhicules de géographes martiens venus observer la configuration de la Terre, comme l'a dit tout haut je ne sais quel savant américain, et comme sans doute beaucoup le pensent tout bas, c'est que l'histoire de Mars a mûri au même rythme que celle de notre monde et produit des géographes dans le même siècle où nous avons découvert la géographie et la photographie aérienne. La seule avance est celle du véhicule lui-même, Mars n'étant ainsi qu'une Terre rêvée, douée d'ailes parfaites comme dans tout rêve d'idéalisation. Ça c'est une citation qui est dans le livre. Hein. Ah ouais. Donc, alors, je mettrai un bémol parce que lui, justement, il parle, mais ça, il a raison, il parle justement de l'aspect sans couture, il dit. Barthes parle des soucoupes volantes en disant que ce sont des véhicules sans couture. Et ça, c'est intéressant, parce que cet aspect lisse et métallique, en fait, est un signe de modernité. En même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les histoires de la science-fiction, généralement, quand une soucoupe... alors pour le coup terrienne, enfin quand un engin spatial terrien débarque
dans une planète étrangère, on retrouve encore des modèles qui relèvent du XVIIIe ou du XVIIe siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, vous avez sans doute vu dans les histoires d'exploration, par exemple chez Bougainville, ou, etc., des bateaux qui sont entourés, ce qui est d'ailleurs, historiquement, c'est vrai que certaines populations piquaient des clous et avaient besoin de fer, donc ils allaient piquer, et souvent entourés de pirogues. Vous avez cette image d'Épinal là, entouré de pirogues. Bah, c'est vrai qu'on trouve exactement le même schéma, je rebondis sur la question du véhicule, où on trouve des engins spatiaux sur des planètes étrangères qui sont entourés d'extraterrestres qui vont piquer, démonter, un peu comme ça revient un petit peu à l'idée de la voiture dont on ne retrouve que la jante quand on va en Afrique, quoi. Alors, comme au moment de la guerre froide, les États-Unis agitaient l'URSS comme un chiffon rouge, et réciproquement, donc les extraterrestres sont aussi dans la littérature et globalement dans leur apparition comme un chiffon rouge. Qu'est-ce que les extraterrestres, je vais poser la même question à vous deux, qu'est-ce que les extraterrestres disent de nos peurs? Il ne faut pas oublier, une chose, c'est le double sens, donc loin d'être innocent du mot alien en anglais. L'alien, c'est extraterrestre, mais c'est l'étranger aussi. Donc je crois que on comprend dès lors, oui, c'est une sorte de xénophobie douce, enfin je veux dire, tout simplement, cette peur de l'autre qu'on évoque depuis un moment. On vit hélas, une époque certaine où ce genre de thème un peu nauséabond est en train de revenir en force chez nous, mais on a hélas plus besoin d'extraterrestres, on en invente avec les Roms par exemple chez nous, donc, mais on est tout à fait, je pense, dans ce discours raciste et pur, mais plus doux, c'est métaphorique, à l'époque des grandes idéologies, et c'est à mon avis en ce sens, c'est pour ça que c'est un thème qui est aujourd'hui abandonné en fiction, parce qu'hélas, la réalité a repris un petit peu le devant de la scène. Ça fait un moment, à quelques brillantes exceptions près, dont le film que tu vas présenter tantôt, mais qu'on n'a plus de grande science-fiction qui est basée sur la figure de l'extraterrestre autre, et de cette confrontation à l'altérité. Oui, c'est vrai que pour le coup... Il y a une menace. Oui, en tant que menace. Ouais, en tant que menace, en tant que figure monstrueuse. En tant que menace, mais ne serait-ce que par sa différence, simplement, pas forcément en tant que menace armée. Tu citais, mais il remonte déjà une bonne vingtaine d'années, Independence Day, qui est l'exemple type du blockbuster. Ils viennent clairement pour détruire la Terre, mais heureusement, Will Smith et les Américains sont là pour leur botter le cul, c'est pas bon. Ça, c'est un film quasi parodique en tant que tel, et qui jouait avec les codes du genre, qui jouait en fait avec les codes de tous les films des années 50 et 60, sauf qu'il transposait ça un peu dans l'ère réganienne en fait. Mais hormis ces exemples-là, effectivement, la fiction a abandonné ce genre de choses. Il y a quand même Star Wars où on est dans une vision presque, je dirais, post-Peace and Love, d'une certaine manière, non mais c'est vrai, où les extraterrestres en fait forment une communauté intergalactique globale, et en fait l'homme l'humanoïde, l'homo sapiens est un représentant parmi des milliers d'autres. Et il y a une forme, d'univers. Voilà, ça effectivement, tu as raison. Et je pense que là, Star Wars est fondateur. Ça, on le retrouve en littérature. On a des exemples tout à l'heure, ça me venait pas mal. Il y a le cycle de la culture de Ian Banks, par exemple, qui est sans doute une des plus belles choses qui a été écrites ces 15-20 dernières années en science-fiction. Il imagine la culture avec un C majuscule, c'est la super civilisation dans très très longtemps qui unit toutes les autres civilisations. Sauf que comme toute super civilisation, elle a son petit côté fascistoïde en soi, parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec la super civilisation, pour vous intégrer, ils arrangent les choses par en dessous. Mais voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que sur cette idée en fait d'égalité, d'universalisme en fait de toutes les éventuelles existences dans notre espace, dans nos galaxies, etc. En fait, et la dérive dont tu parles, qui peut justement, c'est la question de la paix universelle, en fait, finalement. Et on trouve exactement, il s'avère que, je viens de commettre un livre sur l'histoire des pacifistes, et c'est très intéressant de voir que cette idée de paix universelle, Kant, par exemple, le philosophe Kant,
C'est lui qui est un des premiers à avoir pensé à la Société des Nations. Et en pensant à la Société des Nations, il a dit il faut pour que la paix universelle, au sens terrien, pas au sens intergalactique, mais au sens terrien, pour que la paix universelle puisse être possible, il faut qu'on ait une autorité qui soit au-dessus de la volonté de puissance des nations. Il faut des Jedi, voilà. Et donc, pour qu'on puisse être au-dessus de la... Ça veut dire qu'il faut une autorité supérieure. C'est une idée extraordinaire. C'est une idée qui a donné lieu à la Société des Nations, à la véritable SDN, même si la véritable SDN est à l'ONU, d'une certaine façon, et indirectement aussi au tribunal international, au TPI. Hein. C'est vraiment là, c'est dans cette filiation philosophique que tous ces organismes et ces institutions ont été créés. Et ce qui est intéressant, c'est que quand c'est arrêté à un endroit, et c'est exactement le même que tu viens de citer, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté à un endroit en disant « oui, mais zut, cette autorité supérieure, si elle tombe dans les mains d'un dictateur, on tombe dans un super-fascisme. Aïe, comment on va faire ?» Et là, il y a un vrai hiatus philosophique, il y a une limite. C'est exactement celle que c'est Banks, hein, c'est ça, à laquelle Banks arrive finalement. Donc c'est très intéressant, là, vous voyez les parallèles entre philosophie et fiction, on les retrouve, et l'un et l'autre se nourrit vraiment, quoi. Sur les peurs, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce que les extraterrestres disent de nos peurs? Oui, moi ce que je me suis... C'est vrai que je me pose plein de questions et que j'ai pas toutes les réponses. Sur la question justement de... Je pense que nos sociétés, nos sociétés qui se sont extrêmement conditionnées à travers l'accumulation du matériel, de la société de consommation, qui se sont d'une certaine façon, dont l'individu est toujours orienté sur la question de la concurrence, du face-à-face social, etc. Moi, je pense qu'on arrive à un degré d'aliénation qui est tel qu'il faut que cette aliénation s'exprime à un moment donné à travers des personnages clés. Et je pense que, qu'ils soient fictionnels ou soi-disant réellement rencontrés, je pense que l'extraterrestre est le véhicule justement de ce trop-plein d'aliénation d'une certaine façon. Alors c'est un aspect un peu psychologisant, mais c'est vrai que je pense que si les individus, si on était capable, et si on faisait le travail long et difficile et sans fin d'introspection réelle, si on était moins orienté vers l'extérieur, en fait, grosso modo, et si on était plus concentré sur notre vérité profonde, on aurait peut-être moins besoin de pantomimes extérieures et de figures fictionnelles, d'une certaine façon, parce que nos propres démons et nos propres anges, c'est intéressant de les rencontrer à l'extérieur, mais en réalité, on les porte en nous, quoi. Oui, juste voilà. Je pense que la raison pour laquelle, voilà, on a toujours besoin de toute façon d'incarner tous ces peurs, ces fantasmes d'une figure de l'autre. Je pense que la raison pour laquelle on sait de moins en moins l'extraterrestre, il a été remplacé par d'autres créatures, par le zombie actuellement. Depuis quelques années, au cinéma, c'est le zombie qui incarne ça, qui est le nouvel extraterrestre, voilà. Mais qui est la nouvelle figure de l'altérité. Une fois que la vague zombie sera passée, peut-être qu'on verra la vague extraterrestre, mais c'est lui qui porte aujourd'hui. Voilà, il faut toujours un autre, un repoussoir, un envahisseur, voilà. Un bouc émissaire, voilà, il en faut toujours un pour nous nourrir. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.